La série événement Euphoria vient de se terminer et c'est loin d'être une catastrophe, mais c'est clairement décevant par rapport aux 2 premières saisons. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on va parler d'une série phénomène, qui a beaucoup marqué les lycéens, enfin les jeunes en général. Et bah nous, on n'était pas au lycée quand c'est sorti, donc ça nous a pas marqué en tant que lycéens. Mais c'est vrai que c'était la folie quand même, Euphoria, quand c'est sorti, surtout aux États-Unis évidemment. Mais en vrai, partout, en vrai dans le monde et surtout chez les jeunes, quoi. Genre c'est limite la série a inspiré les jeunes apparemment dans son esthétique, etc. Où apparemment les jeunes faisaient des soirées type Euphoria, c'est à base de paillettes et tu sais comme les personnages s'habillent un peu dans la série de manière un petit peu qui nous semble irréaliste et tout, mais c'est marrant comment la fiction inspire aussi la réalité autant que la fiction s'inspire de la réalité. C'est assez intéressant. Mais toi, Euphoria, t'as découvert ça assez tard, hein, parce que vraiment le phénomène, ça a été, quand c'est sorti en 2019, hein, ça a été un phénomène immédiat, et puis après il y a eu la saison 2, etc. Mais toi, tu l'as découvert très récemment. Ouais, je l'ai vu l'année dernière en fait et je comprenais jamais ce que c'était Euphoria. Je voyais juste l'affiche de Euphoria et c'est tout. Même si après je me suis rendu compte à la saison 2 que je connaissais plein de mèmes qui venaient de cette série, mais je savais pas que c'était cette série. Bah c'était bien, je trouvais ça très intéressant et en fait j'étais assez à fond dedans et je trouve que Zendaya, j'ai compris pourquoi après ils ont commencé à la prendre dans beaucoup de productions, qu'on l'a vu de plus en plus en tête d'affiche de certains films indés et tout. Vraiment le personnage de Roux, il est vraiment super. Enfin je trouve que c'est son meilleur personnage qu'elle a incarné, quoi. Et ouais, je trouve que la série est intéressante sur la question de la drogue, tout ça, quoi, des vices chez les adolescents et tout, et du sexe, etc. Et je trouve que ouais, il y avait des personnages attachants, c'était vachement beau, c'était bien filmé, c'était intéressant, très beau casting, très très bon casting, et ouais, ça m'a pas mal plu l'année dernière, mais après je me suis dit à la fin de la 2 ça aurait pu s'arrêter là parce qu'en fait la fin de la 2 était très bien, je trouvais, et j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec la 3. Ouais, moi j'ai découvert ça il y a quelques années, je crois que c'était à la sortie de la saison 2 que j'ai regardé la saison 1 puis j'ai regardé la saison 2 et c'est vrai que j'ai accroché très vite, et en fait j'ai accroché parce que je pense que ce qui a fait que la série est devenue aussi populaire, c'est son esthétique, quoi. Je pense on est vraiment dans un univers un petit peu à part, quoi. C'est vraiment la série, elle a vraiment ça pour elle, quoi. Elle a une suresthétisation, voilà, c'est ça qu'il aime beaucoup faire. Sam Levinson, il a un certain talent là-dedans, et bon, c'est une esthétique très clipesque, comme on aime bien dire, hein, pour le coup, mais c'est vraiment assumé jusqu'au bout. Il y a un côté un petit peu fantasme en fait dans cette série, quoi, hein, qu'elle a une patine et une esthétique complètement irréelle, hein, pour moi, et je pense que c'est ça qui a marqué les gens. Je pense que c'est vraiment l'esthétique de la série, outre parce qu'il y a des teens, des séries de teens et de lycées partout, hein, et même sur Netflix t'en as 50 000 de séries qui traitent des problèmes du lycée, de drama entre lycéens et même de drogue un petit peu. Il y a un peu tout ça, mais la série elle se démarque vraiment sur ça. Et puis bon, c'est une série HBO, donc je pense qu'elle a aussi ce tampon HBO sur elle, donc qui la propulse aussi. Mais voilà, vraiment, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est la mise en scène, quoi, qui était hyper agréable, et comme toutes les séries HBO, c'est une série qui a beaucoup de gueule, une identité aussi musicale très très marquée, voilà, qui a fait beaucoup parler, qui a été reprise énormément. La musique de Labyrinth, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui fait la musique, voilà, elle aussi elle m'a énormément marqué, et elle participe aussi de tout cet univers d'Euphoria, quoi. Et moi, Euphoria, c'est aussi beaucoup de drama, quoi. En fait, c'est ça vraiment, c'est des scènes extrêmement prenantes et marquantes de tension hyper bien gérées, et de drama entre les personnages, quoi, de personnages qui trompent l'autre personnage, etc., quoi. Et moi, l'un des meilleurs épisodes, je pense, de la série qui m'a beaucoup marqué, c'est l'épisode 5 de la saison 2. Il me semble que c'est l'épisode 5 où en fait c'est tout un épisode où on suit le personnage de Roux, en fait, qui du début à la fin en fait va être dans une espèce de montée en tension. Elle va fuir, on va la suivre en fait dans une espèce de fuite en avant complètement folle, et puis ça va se lier à plein de dramas autour d'elle, etc. Je me souviens de cette confrontation avec sa mère dans la maison qui
hyper bien joué par Zendaya et par tous les personnages, etc. Et puis enfin, l'épisode va faire qu'escalader, et c'est hyper prenant, quoi. Et Roux, je pense que effectivement c'est le personnage de la série. Bon, c'est le personnage principal évidemment, mais c'est le personnage qu'on retient quasiment le plus, et vraiment son traitement de l'addiction et son rapport aux autres, en fait, hein, parce que c'est elle qui fait la voix off, etc. Donc c'est un peu sa vision à elle des choses. Bah, sa relation avec Fez, elle est très touchante, sa relation avec sa mère, sa sœur, vis-à-vis de son addiction, sa relation évidemment avec Hunter Schafer aussi, qui est très touchante dans la première saison, même Coleman Domingo qui est super aussi. Donc c'est vraiment elle et ses relations avec les personnages qui m'a le plus intéressé, et forcé de constater, parce qu'on reviendra sur peut-être le problème de Sam Levinson et les femmes, je pense, dans cet épisode, mais il faut dire quand même que la série montrait des femmes qu'on voit pas forcément, en fait. Moi, il y a le personnage de Kat qui était dans la première saison, surtout, qui était très développé, qui est une femme en surpoids, et donc qui s'épanouit dans sa sexualité. C'est pas des choses qu'on voit souvent, hein, on va pas se mentir. Et puis il y a le personnage d'Hunter Schafer qui est un personnage trans, voilà, dans une série mainstream, etc. C'est pas si commun, mais en plus qui n'est pas défini que par sa transidentité, quoi. C'est-à-dire que effectivement ça a un effet sur son personnage, sur sa storyline, mais elle n'est pas définie que par ça. Elle a aussi des relations de vie, enfin voilà, de lycéenne. Donc c'était assez rafraîchissant de voir ça quand même dans une série, et c'était plutôt bien fait. Et voilà, et Euphoria, ça fait advenir pas mal d'actrices, quoi, pour le coup. Alors Zendaya, elle était déjà connue, mais elle n'était pas connue comme une actrice très identifiée en mode c'est une grande actrice, et je pense que c'est vraiment cette série-là qui l'a vraiment solidifié dans ça. Mais après, Hunter Schafer, Moda Pato, Sydney Sweeney, voilà, tous les acteurs les actrices qui ont émergé, et puis évidemment Coleman Domingo aussi, qui était émergent, mais qui n'était pas, voilà, très installé. La série aussi l'a pas mal propulsé, donc il faut dire quand même que cette série a fait advenir pas mal d'acteurs et d'actrices. T'avais pas dit Jacob Elordi hier? Oui, aussi Jacob Elordi aussi. Donc après, j'en ai cité 3-4. Voilà, effectivement, il y a Jacob Elordi aussi. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Et c'est une série qui parle de drogue et de sexualité. Et bon, je pense que la drogue, il y a quelque chose à en dire, mais de sexualité, je pense que plus la série a avancé, plus c'est problématique. Mais j'y reviendrai dans cette saison 3, parce que je pense que là, il y a vraiment des choses à dire. Et moi, je comprends pas trop je comprends certains avis sur la saison 2, parce qu'il y a pas mal de gens qui disaient que la saison 2 était moins bien que la saison 1. Moi, je trouve pas tellement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui marchent bien dans la saison 2, mais effectivement, dans la saison 2, il y a des personnages qui sont abandonnés. Je pense que le personnage de Kat est complètement abandonné. Hunter Schafer aussi commence déjà à être un peu plus mis en retrait. Il commence à avoir des personnages qui commencent à être beaucoup plus mis en avant, comme Sydney Sweeney et Hiro, évidemment. Donc voilà, mais je trouve que la saison 2 a été presque aussi bonne ou tout aussi bonne que la saison 1, moi personnellement, Istin. Ouais, moi pareil, moi je trouve que ça se complétait bien quand je les avais vus, mais oui, je suis d'accord avec toi sur le personnage de Kat qui disparaissait, et elle avait un petit ami aussi qui était joué par l'acteur qui est dans Weapons et qui va être dans Resident Evil aussi, et qui pareil, je crois qu'il fait une petite apparition, mais il est pas poussé plus que ça, alors qu'ils avaient une vraie relation dans la saison 1, et ouais, ils disparaissent un peu de la série. Mais après, moi j'avais beaucoup aimé le focus qu'il y avait sur Fez dans la saison 2, parce que je trouvais qu'il était un peu plus poussé, et moi j'avais beaucoup aimé le personnage. C'est, je pense, mon personnage préféré, quoi. Mais ouais, non, la saison 2, je l'avais trouvé vraiment bien, magnifique et tout. Après, je sais qu'il y a des trucs, oui, qui ont un peu fait souffler les gens, genre je crois qu'il s'appelle Elliot, le personnage qui joue la guitare là. Il y a des gens qui se foutent de sa gueule beaucoup, je crois, de cette époque, il faisait sa petite chanson à la fin de la saison. Mais sinon, moi j'avais quand même plutôt pas mal apprécié. Je trouve que c'était quand même d'une sacrée bonne qualité, quoi. On va revenir vite fait sur la production de cette saison 3 qui est un petit peu particulière, mais avant, j'en profite, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles en fait sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez, parce que ça aide énormément le podcast. Voilà, je me permets. Et là, cette saison 3, elle arrive dans un contexte un petit peu compliqué, puisque au bout d'un moment, on pensait même pas qu'il y aurait une saison 3, puisque la saison 2 est sortie il y a 4 ans maintenant, hein, et là, la série elle a commencé en 2019, on est en 2026, on a eu que 3 saisons, donc c'est assez fou quand même. Mais il s'est passé beaucoup de choses en fait depuis la saison 1, depuis la saison 2, c'est-à-dire que toutes les stars ont pété, comme on l'a dit, hein, comme tout le monde le sait. Donc déjà, c'était beaucoup plus dur de réunir le casting. Puis après, il y a eu des réécritures, parce que la série devait aller dans une direction, puis finalement ça a pris du temps, ils ont changé de direction, puis les acteurs ils ont commencé à vieillir, et déjà dans les saisons 1 et 2, tu voyais qu'ils étaient plus, voilà, c'était pas des personnes qui étaient au lycée, ils étaient clairement plus âgés. Et là, au bout d'un moment, ça allait être ridicule, quoi. Je crois le personnage de Alexa Demi, je veux dire, Alexa Demi, dans la réalité, elle a plus de 30 ans, elle va continuer à jouer une lycéenne toute sa vie, tu vois. Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Et donc, il y a aussi Sam Levinson, donc Sam Levinson qui est le fils de Barry Levinson, voilà, un réalisateur un peu iconique aux États-Unis, qui a fait Rain Man, par exemple, avec Tom Cruise. Il a fait une autre série qui s'appelle The Idol, qui, avec The Weeknd, Lily Rose Depp, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui n'a pas été très très bien reçu non plus. Il y a plein de polémiques, etc. Surtout qu'en plus,
Il y a pas mal de réflexions sur la série qui sont sorties. La série sort maintenant dans un contexte assez compliqué avec plein de polémiques. Les polémiques sur Sydney Sweeney, évidemment. La musique aussi. Le compositeur de la série Labyrinthe, apparemment, il devait être sur la série, mais il y a eu un drama comme quoi il n'est pas revenu, etc. Il y a eu la mort du personnage de Fez, d'Angus Cloud, et Eric Dane aussi, qui a une maladie en plus pendant le tournage de cette saison 3. Enfin, là, franchement, c'était un gros bordel cette saison 3. Déjà, c'est assez... Enfin, nous, on pensait même pas qu'il allait avoir une saison 3 au bout d'un moment, Instinct. Oui, je crois qu'on avait parlé dans les news à un moment et on disait... et c'est ce qui se disait, de toute façon, c'était en mode, c'est pas sûr qu'il y ait une saison 3, parce que c'est chaud à réunir le casting et tout, et non, au final, ils ont quand même réussi à en faire une, quoi. C'est ça, et c'est dans ce contexte plein de polémiques et de questionnements qu'on s'est dit, mais comment ils vont finir cette saison 3 ? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ? Il y a un gros time jump. Donc voilà, on se retrouve sur cette Euphoria saison 3, et apparemment il y a un gros budget, hein, apparemment c'est 200 millions, donc c'est insanement gros pour chaque épisode. Enfin, c'est un budget de gros films, de gros blockbusters. Et Ista, je te propose de passer à la critique. On y va. C'est parti. Dis-moi, tu crois en Dieu ? Oui. On va voir s'il lui croit en toi. La saison 3 d'Euphoria se déroule 5 ans après le lycée et suit Rue, Jules, Cassie, Nate, Maddie et Lexi dans leur entrée difficile dans l'âge adulte. Les personnages tentent de construire leur vie tout en restant hantés par leur traumatisme, leur addiction et leurs erreurs passées. Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Moda Pato et plein d'autres acteurs. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, d'Euphoria saison 3 ? Au début de la saison, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je regarde ? Et à la fin de la saison, je me suis demandé, qu'est-ce que je regarde ? Ça n'a pas changé. Du début à la fin, parce qu'en fait, j'ai pas trop compris qu'on voulait me dire avec cette saison. Alors, il y a le retour de plein de personnages, mais il y a beaucoup de problèmes d'écriture des personnages, et en fait je trouve que la plupart des personnages en fait du casting original sont mis de côté, et le pire, moi je trouve, c'est dans le final où en fait on abandonne complètement les personnages. Je trouve que Jules c'est catastrophique, que Nate c'est catastrophique, Sydney Sweeney au final ça aurait pu être intéressant, mais au final ça amène à pas grand chose. Au final je trouve que beaucoup de choses qui vont pas. Il y a des nouveaux personnages que j'aime bien, mais alors je pense que c'est peut-être pas cette série qu'il fallait faire, mais voilà, Alamo il est cool, effectivement, l'acteur est super et tout. Colman Domingo est super, mais en fait il est là dans l'épisode 1 et on le voit que dans les 2 derniers épisodes, et je l'adore, mais bon, en fait il n'a pas eu vraiment un parcours de personnage tout le long d'une saison, quoi. Et donc j'ai l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, et puis tous les personnages, ça c'est un problème, c'est lié au sexe, tous. Je crois qu'il n'y en a pas un qui n'est pas lié peut-être un, Lexi, mais Lexi c'est la sainte nitouche qui fait la morale à tout le monde et elle est insupportable. Voilà, donc moi je trouve par contre que Zendaya en roue est toujours super, hein, mais je suis pas convaincu de la fin du personnage. Je trouvais ça assez décevant. Je trouvais ça intéressant au début, j'étais plutôt dedans en vrai, mais vers la fin je commençais à décrocher, et l'épisode final il m'a pas convaincu non plus, et en fait je me suis à la fin de la saison je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on a voulu me raconter, et je crois que j'ai toujours pas la réponse. Donc pour moi c'est je vais m'arrêter à la saison 2, et la 3, si un jour je remate la série, je pense pas que je la regarderai, parce qu'en fait je trouve que c'est c'est un peu une déception, je suis un peu déçu, donc voilà, c'est mon avis sur Euphoria saison 3. La série événement Euphoria vient de se terminer, et c'est loin d'être une catastrophe, mais c'est clairement décevant par rapport aux 2 premières saisons. Déjà, la série est extrêmement différente dans son ton, là on est vraiment dans le western, et Sam Levinson, il a évidemment des références qu'il recrache plutôt bien. Enfin, c'est vraiment un esthète, et il y a vraiment une mise en scène qui est vraiment impeccable, une esthétique qui est vraiment hyper prenante. Mais alors vraiment dans l'écriture c'est très très compliqué, quoi. C'est-à-dire que dans l'emboîtement de tous les personnages, dans la connexion qu'ils ont vis-à-vis de l'intrigue principale, c'est vraiment foutraque, quoi. On a vraiment des épisodes où on passe 5 minutes avec un personnage, puis on le revoit plus de tout l'épisode, et puis c'est la même chose l'épisode d'après. Alors il reste le personnage de Rue qui a une trajectoire, et on a toujours énormément d'empathie pour Zendaya qui vraiment se démène et est vraiment super dans son rôle, mais les autres personnages ils sont vraiment réduits à pas grand chose, quoi. Je pense au personnage d'Hunter Schafer, je pense
pense au personnage de Maud Apatow, même le personnage d'Alexa Demi est pas si fourni que ça. Et après, bon, bah, il y a tous les travers de Sam Levinson qui sont poussés vraiment aux extrêmes, quoi. C'est-à-dire que la série est très très grossière et vraiment dans une esthétisation complète des corps, et vraiment il y a vraiment un relent vraiment d'objectivation des femmes qui manque un petit peu de recul, qui manque un petit peu. En fait, c'est pas parce que tu dénonces quelque chose que toi-même tu participes pas, en fait. Et j'ai l'impression que Sam Levinson plonge vraiment dedans, quoi. Et il y a vraiment cette volonté aussi de juger constamment les personnages qui m'énervent. Je pense vraiment au personnage de Maud Apatow qui est absolument insupportable et qui est méprisant envers tous les personnages. Et c'est un petit peu Sam Levinson qui à travers ce personnage te balance de la morale, et c'est un petit peu gênant, quoi. Donc vraiment, cette saison, elle est très très bordélique. Il y a vraiment des bons moments, en fait, dans la saison. C'est ça que je retiens, c'est des scènes, c'est des moments, c'est vraiment une beauté plastique vraiment renversante, mais vraiment dans le fond, bah oui, c'est extrêmement compliqué et problématique, quoi. Ista, je pense que de toute façon, quand tu tombes sur cette saison, faut faire le deuil un petit peu des 2 premières saisons, dans le sens où là, vraiment, je l'ai dit, c'est extrêmement différent, dans le sens, enfin, on retrouve quand même la patte Sam Levinson, etc. Mais là, on n'est plus du tout au lycée, quoi. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout au lycée, on est dans une ambiance qui est complètement différente. Déjà, l'ambiance musicale, comme Labyrinthe n'est pas revenu, et je trouve que ça se sent énormément dans la série, dans l'identité musicale de la série. Là, je trouve que, par exemple, la musique est beaucoup plus fade. Voilà, pour le coup, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ça dépend à quel moment. Il y a quelques musiques qui m'ont un peu marqué, que j'ai trouvé pas mal. Je crois, tu sais, quand Sydney Sweeney, elle va dans une soirée là, à la fin d'un épisode et tout, il y avait une musique qui était pas trop dégueu, je trouve. Mais après, oui, il y a la fameuse musique du mariage dont tout le monde s'est un peu foutu de la gueule, qui fait un peu musique Wii Sport. On se demande qu'est-ce que ça fout là, quoi. Non, mais en fait, je la trouve pas horrible, la musique, mais je trouve qu'elle a perdu son identité, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est plus. Moi, j'avais vraiment l'identité euphoriette de première saison qui pouvait saouler les gens, et qui était une identité très. On l'a dit, lui, il a un style très clipesque, et je trouve que ça marchait bien, en fait, la musique là-dedans. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus commun, quoi. Des fois, ça marche, hein, mais c'est beaucoup plus commun, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. C'est pas, voilà, il y a quelques. Après, ça va aussi avec le changement de ton de la série, peut-être aussi ce côté plus western où on sort du lycée, tout ça. Donc d'un côté de changer de compositeur, c'est pas si bête. Alors attends. Le drama, c'est pas qu'ils ont changé de compositeur, c'est qu'apparemment le Labyrinthe était bien prévu là-dessus. Oui. Mais que là, à la sortie de la série, il a commencé à faire des posts Instagram bizarres en disant que il avait été trahi, ou enfin, on comprenait pas, ça a l'air d'être un drama. Et donc du coup, il y a eu l'air d'avoir un contentieux, et du coup, ils ont changé de compositeur, etc. Enfin, ça a dû être. Non, mais je dis, ça aurait pas été déconnant. Mais oui, il s'est barré. Oui, il s'est barré. Il y a eu un gros drama. Il a composé, je crois, des trucs pour la série. Oui. Et ouais, ils sont pas. Et ils sont pas du tout dedans dans le film, etc. Et donc je pense que ça s'est mal passé avec Sam Levinson. Mais après, je pense que c'est aussi le reflet de la trajectoire de la série. C'est-à-dire que je pense là où la première saison, ou peut-être même un peu la deuxième saison, là j'ai l'impression que Sam Levinson a les mains libres complètes, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tout, quoi. C'est-à-dire que la première et la deuxième saison, je pense qu'il y avait des compromis, je pense qu'il travaillait avec ses acteurs. On sait que le personnage de Hunter Schafer, par exemple, il a été beaucoup coécrit avec Hunter Schafer, justement, pour ce personnage. Et là, il y a un côté où la série, c'est vraiment toutes les refs de Sam Levinson. Là, vraiment, il y a un côté boulimique de ses références. C'est-à-dire que là, on va te mettre du western, on te met de la Blaxploitation, on te met il y a même toute une séquence de Sydney Sweeney qui est vraiment dans l'attaque de la femme de 50 pieds. Je crois que c'est ça le film. Ah, oui. Où elle devient. Et non, mais c'est censé dénoncer quelque chose, mais j'y reviendrai plus tard de ça. Et en fait, il y a pas mal d'hommages, il y a pas mal de choses. Et j'ai l'impression que là, en fait, il se fait son délire, en fait, total, en fait, Sam Levinson. C'est-à-dire que c'est très bien fait, hein, vraiment. Et il y a des beaux hommages, il y a une belle maîtrise, hein, et HBO oblige évidemment un niveau de production. En même temps, 200 millions de patates, tu m'étonnes, mais la photographie, elle est à tomber par terre. Tu as des plans qui sont vraiment. La série, elle a de la gueule, le grain de l'image, il est vraiment fou, quoi. Et la mise en scène hyper entraînante avec cette esthétique très, très léchée. Enfin, pour moi, c'est vraiment un esthète. Sam Levinson, mais vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que je vais dire, parce qu'on a déjà vu des sirènes de Sauvignon qui étaient moches aussi. Donc, bah oui. Donc c'est quand même, faut quand même applaudir, quoi, j'ai envie de dire. Mais, ouais. On se souvient de Alien Earth l'année dernière, qui coûtait très très cher, mais qui était une série absolument dégueulasse. Mais après, pour le coup, il y a ce côté un petit peu boulimique, je veux mettre toutes mes références, tout mon délire, où j'ai l'impression que c'est un peu bordélique, même pas forcément dans les storylines, hein, mais même dans le ton même de la série, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un côté, on passe d'un genre à l'autre. Tu vois, c'est un côté hyper fourre-tout. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que le mec se tape son gros délire, hein, qu'on aime ou pas, et que voilà, en fait, c'est la fête, quoi. Tu passes du western, tu passes de tous les trucs possibles, inimaginables de ses références, et parfois c'est un peu grossier, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe un petit peu dans le cliché, je trouve, à certains moments.
on tombe un peu dans le sous Tarantino, quoi. C'est-à-dire que des fois, t'as Alamo dans son club de striptease avec son cigare à la bouche qui est là et qui te fait des citations philosophiques avec des dialogues faussement profonds, un petit peu à la Tarantino du pauvre, où je me dis, ouais, on est vraiment dans la caricature, tu sais, américaine des fois dans son cinéma, quoi. Ouais, non mais oui, je pense aussi qu'il s'est tapé un gros délire. De toute façon, c'est sûr que sur la saison 1, forcément, c'est une saison 1, donc tu sais, il peut pas se lâcher complètement. Il y a sûrement des gens qui mettaient des barrières et tout, mais là, oui, c'est complètement, ça part dans tous les sens. C'est ultra chaotique toute la saison, que ce soit dans l'écriture ou ou dans ce qui se passe, dans le ton. Où moi, j'ai du mal à décrire la saison, en fait. Je sais pas trop quoi dire. C'est ce que je disais au début du podcast. C'est en mode, je sais pas ce que j'ai regardé, en fait. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai regardé. Mais je pense que c'est que là aussi il lâche les chiens parce que aussi il a plus le contexte lycéen, quoi. C'est-à-dire que avant on était au lycée, c'était bloqué, pas bloqué parce que bon, il faisait quand même son trafic de drogue à côté, il aimait bien mettre son truc à côté, tu vois, ce délire là, hein, que je pense qu'il aime beaucoup. Là, j'ai l'impression que le lieu c'est un peu le strip club, quoi, qui est un peu le lieu. Là on est dans pas mal de clichés de trucs américains. On a le strip club, le trafic de drogue, le western. Enfin là il a ses marottes là qu'il aime bien mettre dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. Et après je dois dire la vérité, j'ai pas passé un mauvais visionnage en fait de cette série quand je la regarde. C'est-à-dire que je suis plutôt dedans, hein. C'est-à-dire qu'en plus la série est tellement belle, etc. Et puis il y a un truc de rythme, il sait très bien gérer certaines séquences, en fait il maîtrise bien la tension en général, même si j'ai un problème avec ça. Mais quand il y a une vraie scène de tension, c'est même dans les 2 derniers épisodes, hein, qui sont pas qui ont des défauts, c'est-à-dire que quand t'as une scène de tension, quand il y a le temps, oh là là, enfin je veux dire, c'est hyper prenant et t'es vraiment sur ton siège là, tu t'accroches, quoi. Mais c'est vraiment, je trouve, le découpage. Non, mais formellement, il est fort. Ah oui, mais c'est ça. Mais par exemple, il y a des scènes de tension, je trouve, qui fonctionnent moins dans la série. Mais c'est pas un problème de mise en scène. C'est évidemment un problème de mise en scène, puisque c'est toujours un problème de mise en scène sur ces trucs-là. Mais c'est plus sur le découpage de la série, c'est-à-dire que la manière dont les intrigues sont emboîtées en fait dans cette série, parce que il y a beaucoup d'intrigues qui sont pas connectées du tout en fait et qui se rejoignent à un moment, mais on y reviendra d'une manière que je trouve qui est pas très bonne, en tout cas qui fait un peu forcé. Mais en fait le côté hyper bordélique fait qu'en fait il y a certains épisodes où t'es du côté du strip club, etc., avec une certaine tension un petit peu palpable, et puis d'un coup tu vas switcher à Moda Pato ou un truc comme ça, à des personnages qui sont pas du tout dans le même ton, qui sont même pas dans le même délire. Et donc c'est un peu ça, c'est que certains épisodes passent de certains persos à d'autres de manière beaucoup moins fluide que les 2 saisons précédentes où ils étaient un petit peu connectés par le lycée, et tous les personnages étaient interconnectés. Là ils le sont beaucoup moins, quoi. Et des fois t'as des persos qui sont là mais pour 2 minutes d'épisode, quoi, et puis on passe à autre chose. Et ouais, c'est un peu le problème aussi, et là on peut y aller, c'est que certains persos sont incorporés ou liés, mais vraiment de manière pas du tout fluide à cette histoire. Ils sont là ils apparaissent comme un cheveu sur la soupe, en fait, même dans l'histoire de Gangster, en fait, qui est le fil central, la manière dont ils imbriquent Maddie là-dedans, la manière dont ils imbriquent Sydney Sweeney, je trouve que c'est un petit peu grossier, un petit peu, bon, vas-y, enfin, ils n'arrivaient pas à trouver un moyen de relier ça, et c'est un peu forcé, hein, moi je trouve quand même. Ah, c'est complètement forcé, mais déjà moi la scène de la piscine là où ils sont tous ensemble, je la trouve un peu bizarre. Mais c'est là où t'as un peu tout le casting, tu sais, enfin en tout cas le casting féminin. Et je sais pas, en fait ils sont tous au même endroit à un moment, on sait pas trop pourquoi. Et puis en plus je crois que Roux et Cassie se parlent genre une fois dans la série. C'est trop bizarre. Mais oui, enfin c'est Maddie, Cassie aussi, c'est très forcé toute cette histoire là. En plus l'histoire avec Nate, bon je trouve un peu nul au final. Ouais, tout est rentre dedans, tout est bourrin en fait. Je trouve la série elle est très bourrine, hein, elle est très rentre dedans. Ah bah lui c'est pas le mec le plus subtil du monde. Hein. Non, il y a aucune subtilité. Ouais, c'est compliqué, quoi. Mais ce que tu dis sur les personnages de la série qui se croisent, effectivement, là je pense qu'on sent les coulisses d'un tournage un petit peu compliqué, dans le sens de gérer tous les agendas de tout le monde, et je pense que ça se sent en fait, parce que moi je trouve que là où la série elle est vraiment le plus décevant, c'est vraiment dans la continuité en fait des 2 premières saisons, en fait, parce que là où il y a la nouvelle histoire avec Alamo, de Roux, avec ce truc un peu de gangster, etc., je trouve que ça se tient à peu près dans la saison, mais toutes les relations entre personnages qui font suite, censés faire suite à la saison 2, je trouve que c'est très compliqué, parce que déjà ils se croisent très peu, et quand ils se croisent c'est pas du tout satisfaisant. Là tu parlais de la scène de la piscine, la manière dont elle est découpée, etc., t'as l'impression qu'ils ont
quasiment pas tous tourné ensemble. Hein. Enfin, après, c'est très compliqué, je pense, de tous les avoir sur le tournage. Hein. Je pense que Jacob Elordi, il a été là dans son coin, il a pu tourner vite fait ses scènes. Pareil pour Sydney Sweeney, Zendaya, tout ça. Enfin, ça a été très compliqué de gérer tout ça. Hunter Schafer aussi, hein, moi je trouve. Ah oui, mais tous, tu vois. Et par exemple, quand ils se croisent au mariage, mais c'est vraiment le truc le moins satisfaisant possible, en fait, parce que la tension et le focus est pas du tout sur les relations entre personnages qui a toujours été le cœur de Euphoria, quoi. C'est-à-dire le drama entre Maddie et Cassie, le rapport que tu vois, tous les rapports que les personnages ont entre eux. Et en fait, au mariage, la tension, elle est sur les investisseurs du pote et le pote de Nate, en fait, sur en fait, est-ce qu'il va se faire couper les bras ou est-ce que les mecs vont lui mettre une coup de pression. Et tu fais, mais on s'en fout de ça. Enfin, c'est pas du tout prenant comme truc. Donc toi, tu veux savoir en fait la relation que Maddie, enfin la tension qu'il va y avoir entre Maddie et Cassie et Nate. En fait, c'est ça le cœur du truc. Et en fait, c'est pas du tout prenant. Pareil pour Hunter Schafer, sa relation avec Nate, il y a une petite scène avec Eric Dane qui est pas trop mal, mais c'est une petite scène en fait dans tout ce mariage. Et tu te dis, mais en fait là, t'es censé avoir un gros drama, quoi, parce que toute la saison, en fait, je trouve les relations entre les persos des anciennes générations nulles, en fait. Enfin, des anciennes générations, des anciennes saisons, plutôt nulles, très peu explorées et très peu cohérentes. Enfin, moi, quand j'arrive et que je vois que le personnage de Maud Apatow, eh ben, tout va bien avec le personnage de Sydney Sweeney après la fin de la saison 2. Pareil pour Maddie qui se rabiboche très vite, en fait, avec le personnage de Cassie, même avec Nate et tout. Moi, je me suis dit, putain, Maddie, il va y avoir un truc, en fait, avec, au mariage, ça va péter et tout. Pas du tout. En fait, non, ça, elle part, et puis, en fait, non, ça part. Je fais, mais quoi? Mais en fait, là, c'est là, en fait, qu'il y avait les vrais enjeux, en fait, de la série. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont défendre en disant, que en fait les personnages ils ont vieilli, ils ont tourné la page, etc. Mais bon, si le tension de ton mariage c'est sur les investisseurs de Nate que je connais pas là, qui sont des pseudo gangsters qui en fait vont lui dire je vais te casser la gueule et tout ça, enfin, tu te dis mais en vrai en fait c'est un peu nul, quoi, on s'en fout, quoi. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est nul. Et puis moi, ce qui m'avait déçu dans le mariage, c'est Roux vient avec Jules, et moi j'aimais bien le duo Roux-Jules. En fait, elle arrive, et puis elle dit je vais me barrer. Je fais bon, ok, tu vois. Et en plus, t'as l'impression que les acteurs ils interagissent pas entre eux, genre Cassie et Nate. Tu vois, ils sont jamais à côté de Jules et de Maddie et tout. Enfin, c'est trop bizarre. Et après, oui, t'as une scène avec Jules et Nate qui est sympa aussi, mais après ça, Jules reste enfermé dans son appartement toute la saison, et voilà, et c'est tout, et c'est pas intéressant, et c'est nul, quoi. Et tous les persos, en fait, moi je trouve que tous leurs parcours sont pas satisfaisants, et en fait, ouais, je me dis au final la série ça aurait dû juger cette Roux à Lamo et voilà, quoi, et les nazis, et peut-être ça aurait mieux fonctionné, quoi. Mais en fait, je pense que je pense qu'il y a des trucs qui ont été coupés. Enfin, moi, je me dis, c'est pas possible, comme il y a certains personnages, c'est compliqué. Et là, tu l'as dit, Jules, c'est vrai que Jules, en fait, la saison 1, je la trouve, c'est un des meilleurs personnages et je la trouve super. Et en fait, plus les saisons avancent, plus elle est mise de côté. Et je pense que vraiment, je crois qu'ils en avaient parlé, mais que Jules, elle avait des idées vis-à-vis de son personnage, mais que finalement, ça rentrait pas dans la série. Ouais. Oui, Hunter Schafer a des idées pour son personnage, etc. Là, ça a peut-être été rejeté, etc., coupé. Et là, effectivement, Jules, c'est extrêmement décevant parce que elle est dans, on va dire, oui, elle est dans sa tour d'ivoire, etc. On va sûrement te faire des métaphores là-dessus, c'est super, mais entre-temps, on se tape les mêmes scènes en boucle dans son appartement entre elle et Roux, en fait. Et c'est un perso. Et puis, il y a rien. Il y a pas de progression du personnage, il y a rien, quoi. Mais en fait, c'est un perso qui est complètement abandonné par Levinson, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'arc et t'as l'impression que ce perso n'a plus rien à en dire, il n'a plus envie de la filmer vraiment, etc. Et donc, on se tape un perso qui a abandonné sa liberté pour un sugar daddy, etc. Mais même ça encore, ce truc-là, je trouve que c'est trop peu, en fait. C'est trop peu dans toute une saison parce qu'on se tape 5 minutes de Jules par épisode, quoi. Et encore, hein, des fois, elle est pas là de tout l'épisode, quoi. C'est compliqué, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est vachement compliqué. On a rien, quoi, sur ce personnage. Je dis, il a pas de progression. Il y a juste un moment où il parle d'un truc, là, mais au final, ça a ramené à rien. Tu sais, quand elle lui demande qu'elle veut faire une famille, tout ça. Bon, ça a juste donné une scène qui a donné un gif sympa, mais ça, c'est tout, quoi. Et puis derrière, non, mais il n'y a pas de progression. Et je pense vraiment que, oui, il y avait des rumeurs qui disaient que Hunter Schafer voulait, une direction personnage et que ça s'était mal passé avec Sam Levinson. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, en fait. Ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit vrai, parce que je crois qu'il y avait un épisode spécial, là, entre la saison 1 et 2 qui avait été écrit par Hunter Schafer. C'était coécrit avec Hunter Schafer. Et c'était un des meilleurs épisodes de la saison, enfin de toute la série, hein, moi, je trouve.
Ouais, et là, je pense que Hunter Schafer est pas d'accord avec cette trajectoire de ce personnage et qu'ils ont limité au plus, quoi. Mais je crois que, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec la trajectoire de leur personnage dans cette saison. Mais bon, mais après, il y a plein de persos où, en fait, je me pose la question de pourquoi ils sont là. Enfin, par exemple, le personnage de Maddie, moi, par exemple, je suis très déçu, en fait, parce que je trouve que elle est présente, mais je trouve que en fait, son développement et même les choses intéressantes vis-à-vis de son personnage sont hyper réduits, quoi. C'est-à-dire que, et moi, la relation avec Sydney Sweeney, je trouve ça, enfin, je trouve qu'ils ont gâché toute la relation et le potentiel qu'il y avait entre les deux, parce que, en fait, leurs retrouvailles se font, mais moi, je me suis dit, elle va essayer de se venger. Et même, il y a un peu de ça au début. Tu te dis, elle va essayer de se venger et tout. Et en fait, ça disparaît totalement, en fait, dans cette saison. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des trucs qui ont été coupés? C'est trop bizarre. Et moi, il y a une chose qui me fait dire qu'il y a des trucs qui ont été coupés. C'est qu'il y a un personnage dans le club de striptease qui est joué par Rosalia, la chanteuse. Voilà, qui est une stripteaseuse, qui a une Minerve, etc. Et je me dis, ah putain, il y a un focus un peu sur elle. Elle est pas très présente, mais elle est présente quand même assez pour qu'il y a un certain intérêt pour elle. Et c'est un personnage qui apparaît. Et donc, du coup, j'attends qu'il se passe quelque chose vraiment avec son personnage. Et même, on te parle des conditions, en fait. C'est pour ça qu'elle a une espèce de fausse Minerve, parce que ça l'aide à se faire rembourser ou je sais plus quoi. On parle des conditions, en fait, de matériel de ce personnage-là, etc. Et en fait, plus t'avances dans la série, les 2 derniers épisodes, elle est plus là, quasiment. Elle disparaît totalement. Enfin, elle disparaît totalement dans le final. Oui, elle est pas là dans le final, et de manière inexplicable. C'est-à-dire que ce personnage-là n'a pas eu de développement ou quelque chose. Je sais pas ce qu'elle aurait pu être. Et je me dis, mais pourquoi? Je pense que ça a été coupé. Je pense qu'il y a un truc qui a été coupé. Je pense qu'il devait y avoir un certain truc. Et c'est vrai que c'est complètement décevant, quoi. Oui, mais pour revenir même sur Maddie, c'est vrai que Maddie, c'est quand même, enfin, Cassie, c'est celle qui a piqué le mec de Maddie, quand même. Enfin, ils te disent dans la saison 1 que Maddie et Nate, c'est censé être les amoureux ultimes, genre ils resteront ensemble toute la vie, machin. Et en fait, c'est complètement abandonné, ce truc-là. Moi, je pensais aussi, comme toi, qu'il y allait avoir une histoire de vengeance en mode elle va se servir de Cassie. Mais il me semble que d'ailleurs la série part comme ça, parce qu'il me semble que quand elles veulent la recruter, la faire son OnlyFans, etc. Moi, je me dis, il y a un truc un peu surnois là-dedans. Et en fait, ça décolle jamais, ce truc-là, en fait. Ça décolle absolument jamais. Et puis après, il y a une histoire de gangster aussi du côté de Nate, etc., qui s'en mêle, etc. Et bon, Jacob Elordi, on l'a dit, mais bon, il se fait taillader toute la saison. Juste, il n'y a rien du tout, lui, c'est abusé. Hein. Mais en fait, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il avait tourné tous ces trucs en une semaine, mais vraiment, je crois que c'est vraiment ça, parce que c'est-à-dire qu'en fait, il a une scène par épisode. Au début, il est présent les 2-3 premiers épisodes, et après, c'est vraiment une scène par épisode, et il se fait tabasser, il se fait retirer ses doigts, il y a vraiment tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, il est pas. Enfin, moi, j'ai jamais vu aussi mal joué, Jacob Elordi. C'est-à-dire que vraiment, il y a ça. Et c'est encore une histoire de gangster, mais qui est pas du tout intéressante, ça, pour le coup, ou des mecs qui veulent se faire rembourser leur argent, etc. Et là, vraiment, c'est cliché, et on s'en fout complètement, quoi, de ce côté-là, quoi. Ouais, non, mais c'est catastrophique. Après, oui, il y en a, il disait, en fait, il a dû tourner Léo de Hurlevent, là, qui est sorti en début d'année, le Ridley Scott et tout, donc en fait, il devait pratiquement pas être dispo. Plus il a tourné Frankenstein et tout. Enfin, je pense en fait, il a pas dû avoir beaucoup de temps. Il a fait ça à l'arrache. Ils lui ont fait un scénario de con pour le mettre de côté, parce qu'en fait, tu regardes, il a jamais. Au début, il a des interactions. Il a pratiquement que des interactions avec Sydney Sweeney, je crois, de toute la saison. Pas trop avec les autres personnages. Je crois qu'il rencontre jamais Roux ou quoi. Et ouais, t'as l'impression en fait ils lui ont écrit des scènes pour qu'on le mette tout seul avec un acteur ultra dispo, quoi, qui est pas trop connu, machin, voilà. Et comme ça on lui fait son histoire, mais c'est tellement décevant son histoire. Je veux dire, il se fait trucider et tout pendant toute la série, puis il meurt. Et je me dis tu vois, il y aurait pu avoir un truc intéressant de revanche ou quoi, en mode, au bout d'un moment, il y a une progression et tout. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, mais il mérite ça, parce que dans les 2 saisons d'avant, c'est un connard et tout. Ouais, mais je veux bien, mais après, pour moi, j'ai du mal à voir le personnage de Nate, qui était un ultra manipulateur et tout. Là, il y a même pas un moment où il a une espèce de plan où il essaye d'améliorer la situation et quoi. J'ai l'impression juste de voir un mec souffrir, et voilà, quoi. On est dans saut, quoi. Et puis voilà, quoi. Non, mais en vrai, que les gens disent qu'il mérite ou pas, ça, c'est quelque chose, mais en fait, c'est juste, moi, ce que j'aimais bien dans Nate, c'est qu'il avait des vraies relations avec les autres personnages, en fait, c'est juste ça, que ce soit un connard ou pas, et même c'était un espèce de gros connard, voilà, et moi, je trouve qu'il avait des relations hyper intéressantes, notamment avec Jules, avec évidemment Sydney Sweeney et Maddie, etc. Cette relation toxique qui a été pas mal explorée, mais
En tout cas, il y avait quelque chose. Et là, vraiment, moi, c'est surtout son acting. Enfin, tu vois, enfin, c'est fou de voir à quel point l'acteur il n'est pas du tout dedans, quoi. Il n'en a plus rien à foutre, quoi. Tu vois, il est en mode, il fait le strict minimum. Il attend juste que ça passe. Et puis voilà, quoi. Vraiment, c'est compliqué, quoi, pour le coup. Et même, bon, voilà. Il y a Sydney Sweeney qui elle, voilà, il y a un gros focus sur elle, et de toute façon Sam Levinson, je pense que il y a Roux évidemment qu'il aime beaucoup pour parler et on en parlera juste après de Roux, de l'addiction, etc. Mais de l'autre côté, le deuxième personnage qu'il aime le plus, c'est Sydney Sweeney, enfin qu'il aime le plus, justement, je pense pas, mais en tout cas le personnage qu'il aime le plus montrer, c'est Sydney Sweeney. Et déjà dès la saison 2 on sentait qu'il y avait un gros focus, bien plus que la saison 1, sur Sydney Sweeney. Et là là c'est la fête aussi, tous les épisodes il y a des Sydney Sweeney. Et moi j'aime bien certaines idées de mise en scène qui sont super. Je veux dire, l'attaque l'hommage à l'attaque de la femme de 50 pieds là, etc. Enfin, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien trouvé, etc. Il y a même tout un côté, je trouve, chez elle dans l'esthétique, côté maison de poupée en fait, dans la mise en scène, pour le coup, qui est vraiment bien fait. Mais alors moi je trouve que son personnage, et là on va y rentrer, déjà je trouve qu'il y a des problèmes. Enfin, moi le fait qu'elle s'est rabibochée avec sa sœur, etc., tous les trucs comme ça là, j'ai déjà dit, la relation avec Maddie, ça m'a saoulé en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de continuité avec la saison d'avant et tout. T'as l'impression que la saison d'avant elle n'a pas existé. Enfin bref, c'est très compliqué. Et en fait je trouve que bon voilà, on va y aller, hein, mais c'est un personnage qui est complètement objectivé, et pour le coup je pense que ça veut raconter quelque chose de ça, c'est-à-dire que Sam Levinson s'intéresse aux travailleuses du sexe, aux travailleurs et travailleuses du sexe, pour le coup, enfin surtout aux travailleuses du sexe pour le coup. Et moi il y a quand même une manière assez dérangeante dont il montre ça, voilà, pour le coup. Et je trouve que la série déjà a un côté hyper conservateur, hein, ça qui est à peine caché là pour le coup, parce que déjà je pense dans l'esthétique, c'est-à-dire que dans l'esthétique pro-américaine héritée de western, je pense qu'il a tous les signes très conservateurs, je pense, dans son esthétique, Sam Levinson, qu'il aime bien s'accaparer pour le coup. Et vu la manière dont la série finit, où pour lui concrètement la solution à l'addiction se trouverait dans la religion, bon moi je trouve que et moi je me suis dit, et en fait je sais pas, parce que je me dis peut-être que la série elle veut montrer ça au second degré quand même, mais je trouve que la série elle a pas assez de recul, et elle investit trop. Pas, c'est bizarre. Elle investit trop ce côté-là en fait, de par son esthétique, au premier degré pour moi. Du coup, je ressens pas le second degré ou le recul qu'il peut avoir sur cette situation, même si je pense qu'il y a un côté ambigu vis-à-vis de la religion, etc., qu'il essaye de montrer. Mais moi, en fait, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est le jugement constant qu'il a pour ses personnages, et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve, vraiment, hein. C'est-à-dire que déjà, les persos féminins, soit c'est des prostituées, soit c'est des saintes. Pour le coup, c'est vraiment ça. C'est ça. Et c'est des visions qui sont ultra dépassées, je pense, de la femme et de la féminité, etc. À part peut-être le personnage de Roux, qui, je pense, l'intéresse pour le côté addiction, etc. Et là, pour le coup, je trouve ça intéressant. Mais on est vraiment dans l'objectivation totale des femmes, dans ce truc-là. Et c'est pas un problème en soi, hein, l'objectivation des femmes, si dans la mise en scène et dans ce que tu veux raconter, tu l'incorpores bien. Mais là, le problème, c'est par exemple le personnage de Sydney Sweeney, c'est-à-dire qu'il y a une esthétisation totale de son corps. Et en fait, moi, le problème de ce truc-là, c'est pas juste que ce soit esthétisé et que ce soit objectivé, son corps, mais c'est que c'est montré juste de manière à l'humilier totalement, quoi. En fait, on passe de scène d'humiliation à scène d'humiliation, en fait, pour Sydney Sweeney, quoi. C'est-à-dire que quasiment tout le temps, et ça depuis la saison 2, c'est vrai que maintenant, peut-être que j'avais pas le recul à l'époque, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que la moquerie, en fait, que provoque ce personnage, je n'ai pas l'impression qu'il était là dans la saison 1, en tout cas qui était beaucoup moins dans la saison 1. Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, j'ai bien l'impression que depuis la saison 2, il y a quand même un côté où on se fout de sa gueule, mais constamment, quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, et il y a 2-3 scènes, je trouve, dans la série où on te montre un peu que son hypersexualisation, son OnlyFans, etc., ça peut être un moyen d'empowerment féminin, comme ils disent aux États-Unis, où c'est intéressant, où on te dit que OnlyFans vis-à-vis d'Hollywood, par exemple, il y a une séquence comme ça, on te dit que OnlyFans ça rapporte autant qu'Hollywood, enfin en tout cas ils te disent que ça rapporte énormément, etc. Mais en fait c'est tellement noyé dans une humiliation constante de son personnage, qui est sûrement dans une volonté de dénoncer quelque chose, hein, je pense, mais pour moi, encore une fois, c'est pas parce que tu dénonces quelque chose que tu n'y participes pas activement à l'objectivation des femmes, etc., quoi. Et
moi je pense qu'il n'a aucun amour pour les TDS, hein. Et bon, je demande pas d'avoir un amour pour les travailleuses du sexe et les prostituées, enfin voilà, je demande pas ça, mais au moins d'avoir un truc un petit peu ambigu, que tout soit pas noir de chez noir, quoi. C'est-à-dire que même faut pas déconner pour le goût. Et tous ces personnages finissent mal, quoi. Ils finissent humiliés, ils finissent tristes, etc. Tous ceux qui ont fini prostitués, etc., ils finissent vraiment c'est vraiment déplorable, enfin, ce qui leur arrive, quoi. Et il a une vision des TDS qui est complètement négative et qui est, je pense qu'il manque un petit peu de nuance pour le coup, même si je pense qu'il l'a. Et alors là, je pense que le jugement, vraiment, ça m'énerve, mais de juger ces personnages constamment, surtout via le personnage de Moda Pato qui est la sœur de Cassie, qui est la vierge plus que traditionnelle et qui se permet d'être méprisante avec tous les personnages en plus, hein, tous les personnages, et elle est pas du tout regardée avec le même mépris que Levinson regarde par exemple Sydney Sweeney, où il est complètement méprisant dans l'humiliation totale. Là par contre Moda Pato, elle a une bonne fin, par contre, hein. Elle a une bonne fin et tout se finit plutôt bien. Franchement, moi, Lexi, ce personnage me dérange vraiment parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est posée là en tant que caution morale. Vraiment, c'est la caution morale du récit. Alors, toi, c'est bien, toi, c'est pas bien ce que tu fais. Vraiment, son personnage m'est vraiment insupportable, voilà, pour le coup, quoi. Oui, non, mais là, dans cette saison, elle est complètement insupportable. Elle est juste là pour faire la morale. Et franchement, au début, moi, j'étais ok, mais au bout d'un moment, elle parle trop mal à Roux et tout, parce que en fait, elle fait la morale à tout le monde, pas qu'à Sydney Sweeney. Vraiment, c'est en mode, elle, c'est la femme parfaite, et les autres, c'est tous des merdes, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Et ouais, c'est dommage, parce que je trouve dans la saison 2, il y avait quand même un truc intéressant avec elle, puisque elle tombait amoureuse de Fez, et Fez, c'était le dealer et tout. Donc, tu vois, il y avait un truc un peu, une dichotomie entre les deux qui faisait que ça c'était intéressant. Mais là, en fait, elle est juste en mode, genre moi je suis parfaite, et voilà, même au boulot je suis parfaite, je fais tout bien. Et puis même la relation avec sa boss, ils ont pris quand même Sharon Stone pour faire sa boss et tout. Ils ont tellement peu de temps d'écran que c'est compliqué, quoi. Et ouais, c'est compliqué. Et oui, je pense qu'il y a aussi comme tu dis, hein, cette volonté de l'humilier, plus que en fait, lui, c'est Nate dans la vraie vie. Je pense que c'est un truc. Ah oui, je sais pas, mais c'est compliqué. Mais je trouve qu'ils se sont fait chier, hein, pour la scène où ils font j'ai envie de dire Godzilla, mais oui, c'est la femme à 50 ans. Mais comme j'ai dit, elle est très bien faite. La scène est très très bien faite. C'est un très bel hommage. Ils ont fait une maquette géante et tout, hein. J'ai vu le making of là, c'est un truc de malade. Mais ouais, la scène est bien faite, mais bon, moi je trouve tout l'épisode là où c'est très concentré sur elle. Ouais, c'est compliqué quand même, hein, je trouve, hein, cette histoire là. Et je pense qu'il essaie de dénoncer quelque chose, mais moi j'ai l'impression que 90% du temps, ce personnage de Sydney Sweeney, c'est vraiment une grosse débile sur laquelle on se fout de sa gueule, quoi. Et je suis en mode, mais putain, vous avez transformé ce personnage là complètement, alors que l'autre, la vierge là, la vierge Lexi là, qui est en mode en train de faire la morale à tout le monde, c'est ça en fait. Tout personnage qui a une sexualité un peu plus libérée, en fait, Sally Levinson, il est très dur, et puis surtout ça devient des prostituées direct. Ça aussi, les personnages deviennent des prostituées. Et puis enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi avec Nate qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout la notion d'emprise avec Nate, quoi. C'est-à-dire que Nate, c'est quand même un connard de mec qui met des femmes dans des relations toxiques et tout. Et ben, on m'a dit, c'est pas du tout un personnage très très positif, hein. Pour le coup, c'est un peu une peste. Et aussi, d'ailleurs, le personnage de Cassie à la base aussi, hein, elle a des travers. Mais moi, j'avais jamais l'impression qu'on était en mode c'est 50-50 avec Nate. Enfin, Nate, c'est un psychopathe, quoi. Le mec, il a un gros problème. Je me souviens de la saison 2, il a un flingue. Enfin, il est fou, quoi. Tu vois, genre, c'est un mec complètement fou, quoi. Et j'ai un peu l'impression, même depuis la saison 2, qu'il y a un peu ce truc-là où en mode Cassie, elle est complètement hystérisée, en fait, constamment. Oui. Et depuis la saison 1, elle était pas du tout comme ça, parce que la saison 1, il y avait une histoire avec son copain là, où elle était enceinte et elle a dû avorter et tout, et c'était intéressant. Mais oui, à partir de la 2, ça, je sais pas, elle commence à être plus, mais moi, je trouve qu'elle est complètement hystérisée, c'est-à-dire qu'elle tape des crises, elle commence à pleurer. Enfin, moi, il y a un moment, le moment dans l'épisode 3 à la fin, où Nate se fait défoncer la gueule, et elle est en train de pleurer, parce que je sais même plus pourquoi elle pleure, mais elle pleure même pas parce que Nate il se fait se casser la gueule, mais parce que je crois qu'ils ont repris sa bague, ou une connerie comme ça, là. Ah oui, mais tu sais que la scène elle m'a fait mourir de rire, je savais pas si je devais rigoler ou si je devais être mais je sais, mais c'est triste. encore une manière de l'humilier, de se foutre de sa gueule, quoi. Enfin, je dis, mais il y a tous tes prétextes à ça, et c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Enfin, je me sens mal à l'aise, en fait, vis-à-vis de ça. Et je trouve qu'il n'y a plus du tout. En fait, j'ai l'impression que oui, il n'y a plus du tout le nuance et même l'emprise que Nate pouvait avoir sur elle et tout. Là, t'as pas l'impression du tout. Enfin, t'as beaucoup moins l'impression qu'il y a une notion d'emprise, quoi, en fait, sur ce personnage-là. Alors que c'est aussi un personnage qui est victime de l'emprise de Nate, quoi, en fait, à la base. Et bon, après, le fait que Nate est pas là souvent et qu'il y a un problème de tournage, je pense, fait que c'est à ça aussi. Mais c'est très compliqué, quoi. Mais déjà, j'ai envie de dire, le fait que
entre 2 saisons où il s'est passé énormément de temps, qu'ils sont encore ensemble, j'ai un peu de mal à y croire quand même, mais bon, vas-y, Ouais. j'accepte, hein, mais ça me... Ouais, parce qu'en fait, il l'utilise dans la saison 2 plus qu'autre chose, quoi. Tu te dis pas, il va se marier avec, Oui, ça va oui, devenir sa femme, ou tu vois, c'est un peu bizarre, je trouve. Pour moi, c'était plus un amour de lycée qu'il aurait jeté à la fin du lycée, quoi, tu vois. Oui, mais après, au pire, s'ils étaient restés ensemble, enfin, bon, c'est juste qu'en fait, ce qu'ils en font, c'est pas intéressant. En fait, en tout cas, Oui, c'est en un peu plus, voilà, gâché. c'est ça Quoi. aussi. C'est un peu gâché pour le coup. Mais vraiment, ce côté humiliation de Sidney Sweeney. Mais en vrai, maintenant que j'y pense, hein, j'y pensais pas à l'époque, mais dès la saison 2, enfin, je veux dire, Maud Apatow qui humilie publiquement sa sœur devant tout le monde avec sa pièce, Avec la etc. pièce de théâtre. Bah oui, c'était. Oui, bah après, elle humilie un peu tout le monde. Elle utilise Maddy aussi. Ouais, Enfin, elle mais fait moi tout je le monde, trouve quoi. que le rire et la moquerie c'est très porté sur Sidney Sweeney. Vraiment dans cette et même après quand Sidney Sweeney est complètement hystérique devant la scène et elle pète un câble et tout le monde se fout de sa gueule. Oui, Enfin, je veux dire, oui, il y a oui. un truc un peu comme ça, même sa mère se fout de sa gueule. Enfin vraiment, il y a un truc où c'est vraiment collectif de haine de ce personnage là quoi pour le coup et bon moi il reste peut-être Zendaya qui est peut-être bah non seulement l'actrice, je trouve qui s'en sort le même. Si Sidney Sweeney elle joue plutôt bien la plupart du temps, hein, je veux dire ce qu'elle a joué, et même la plupart des personnages, à part peut-être Jacob Elordi où c'est compliqué. mais Zendaya, je trouve que sa performance, elle est vraiment incroyable parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment le personnage où on reconnaît pas vraiment Zendaya, c'est-à-dire que elle a vraiment une manière de jouer où tu regardes tous ses autres rôles, là c'est vraiment là où tu la sens la plus différente, je trouve, c'est dans son personnage de roux quoi. D'un coup t'as l'impression qu'elle switch, c'est une autre personne quoi, genre vraiment t'as pas l'impression que c'est Zendaya en fait d'un coup en fait quand elle passe en roux, et je pense qu'elle aime beaucoup ce personnage là. Et je trouve qu'il y a un côté un peu comédique avec son personnage qui marque plutôt bien là pour le coup, un côté un peu burlesque à son personnage qui réchappe toujours un petit peu à la mort de manière un petit peu bon. Elle finira malheureusement par mourir, malheureusement, puisque c'est le sort que réserve Sam Levinson à toutes les personnes qui pêchent. Tu finis mal. Non, mais bref. Mais en tout cas, elle a un peu ce côté où elle réchappe un petit peu à la mort à chaque fois, mais de manière un petit peu drôle, quoi. Et je trouve qu'il y a un petit côté un peu South Park dans son personnage, un petit peu qui marche bien, quoi. Oui, bah complètement. Après, il y a le goût, il y a aussi la façon dont il l'habille, je trouve aussi, comment dire, son style vestimentaire, qui fait que ça marche bien avec Zendaya, qui fait que voilà, tu la vois jamais habillée comme ça ou quoi, qui fait que ouais. Bah en tout cas, il y a pas une esthétique, il y a pas une sexualisation totale de elle du tout, quoi. Bah complètement pas, Zendaya. même elle est pas du tout sexualisée sur le coup. Et ouais, non, c'est un super personnage en vrai, et moi j'aime beaucoup. Et ouais, moi j'aime pas ce qu'ils ont fait à la fin, j'aime pas la façon dont elle meurt et tout, et comme t'as dit, j'ai l'impression que je me dis c'est quoi la morale derrière, c'est un peu dégueulasse, non? Enfin je sais pas, ça veut dire si tu te drogues tu vas forcément mourir, tu peux pas t'en sortir, en plus je sais pas, je vois le callback par rapport au début de la saison, mais je suis pas convaincu que le personnage aurait dû finir comme ça, même si après ça amène une scène sympa avec Coleman Domingo, tu vois, ouais ok, il passe en mode Punisher, il va dans le scène, machin et tout, mais je sais pas, moi je suis un peu déçu du parcours du personnage, alors que j'étais plutôt content du parcours du personnage pendant la saison, mais comment ça se finit, ouais, non, moi je suis pas, j'étais un peu déçu, quoi. Je sais pas en fait comment je me place, parce que je suis moins vénère moi sur sa fin elle que sur Sidney Sweeney ou sur les personnages comme ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que en tout cas son personnage il a assez d'épaisseur et il est pas montré forcément de tout le temps de manière négative, et même sa mort aussi elle est un peu ambiguë, c'est-à-dire que est-ce qu'elle rechute vraiment ou est-ce qu'elle est un peu piégée là-dedans, donc il y a un truc un peu où je trouve que non, c'est je sais pas. Oui, mais c'est ça, je veux dire, le truc, c'est-à-dire que c'est pas genre elle qui est sans espoir, voilà, c'est quelqu'un qui l'a un peu, tu vois, c'est pas genre elle qui a rechuté Oui, d'elle-même, tu vois ce que je veux empoisonné, dire, tu vois, Oui, il y a un bien truc sûr, un peu ouais. comme ça, donc bon, après moi, les visions christiques, etc., bon, voilà, moi je trouve que c'est un peu, il en fait un peu trop, même si c'est de très belles images, etc., et je trouve qu'il en fait un peu trop. Bah, en Mais je fait, trouve- il refait des callbacks aux saisons d'avant, en fait, dans tout le passage-là. Oui, bien sûr, mais il y a Vision où on a l'impression qu'elle va au paradis, qu'elle voit sa mère, etc. T'as un peu ce truc-là, et puis il y a tout un truc avec la religion aussi dans cette saison, et Zendaya qui retrouve la religion, etc., qui voit des signes un petit peu partout, pour le coup. Enfin, on est vraiment dans tout ce... Enfin, il est l'univers traditionnel, tradi conservateur qui agrémente toute l'esthétique de toute la mise en scène et l'esthétique de Sam Levinson. C'est les guns, la religion, les westerns, les trucs comme ça, et la drogue. Bah, en plus, ça commence par ça et ça finit par ça, sur la famille religieuse dans le Ah oui, Texas. là, bah, je sais ça pas c'est où. complètement. Mais pour le coup, mais après, j'avoue que Coleman Domingo, enfin quand il arrive, il apporte vraiment quelque chose. Et après, c'est ça qui me fait chier aussi, c'est que quand je vois Zendaya avec Coleman Domingo, je me dis mais en fait,
Enfin, c'était vraiment ça qui était super. C'était quand tu t'avais Zendaya et Colman Domingo avec Fez, Fez avec Moda Pato. Enfin, c'était ça qui fonctionnait vraiment et qui me faisait que j'en avais vraiment, enfin, que j'en avais vraiment quelque chose à faire et que c'était vraiment super. Et là, ouais, bah, j'ai l'impression qu'il reste une esthétique très bluffante, etc. Mais le fond, enfin, j'étais beaucoup moins investi vraiment émotionnellement en fait avec les personnages, même si je trouve que le nouveau gang un peu voilà qu'il a fait, c'est plutôt, même si, quoique très caricatural hein, sur le coup, mais je trouve que le Alamo il est super. Il y a son garde du corps, enfin son bras droit là qui est très mutique et qui est super là de charisme, etc. Enfin, il y a des personnages un petit peu en couleur qui sont vraiment très plaisants en fait à suivre, etc. Comme il y a beaucoup de gens qui disent, il y a un côté GTA et vraiment il y a vraiment ce côté là quoi. Oui. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a plusieurs séries en une série, qu'il y a des, enfin voilà, que c'est mal emboîté. Quoi. C'est pour ça, moi, la fin avec Colman Domingo, j'ai l'impression de voir un western. Je suis en mode, mais en fait, je regarde Euphoria, pourquoi je me mets à regarder un western? C'est pour ça que je disais au début, mais je comprends pas ce que je regarde. D'un côté, je passe d'un truc à un autre qui n'ont rien à voir, quoi. Et ouais, c'est en mode, c'est comme on disait tout à l'heure aussi, c'est que en fait, il sait pas enfin, il change de ton toutes les 2 secondes et en fait, on comprend pas trop ce qu'on regarde, quoi. Et ouais, ça part un peu dans tous les sens et c'est ultra bordélique. Ouais, bon, bah, pour le coup, pas déplaisant, ça reste une série HBO, voilà, ça se regarde évidemment très bien, mais bon, c'est clairement décevant vis-à-vis des autres saisons. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur cette série, ça? Moi, j'ai eu du mal au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence animale. Et ça me gênait un peu. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un truc aussi, c'est il a le côté un peu, enfin, il y a des trucs un peu dégueulasses qu'il aime bien montrer en gros plan. Le caca. C'est ça, les fluides, les trucs comme ça. Au bout d'un moment, ils se mettent de la drogue dans le corps, etc. Là, on voit bien les trucs qui se recrachent, qui avalent des trucs pour faire transporter la drogue, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs un petit peu dégueulasses comme ça qu'il aime bien montrer pour le coup. Enfin bref, bon bah écoute, on a fini sur Euphoria, voilà, c'est une page se ferme, mais c'est bien la fin de la saison, voilà, de la série. Ils l'ont annoncé HBO, donc il y aura normalement pas de suite. Et ben on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Voilà, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des news de la semaine et du nouveau film de Steven Spielberg. Oui, à bientôt. Ciao.